Nous allons reprendre la 4e table ronde. Le commissaire Enders arrivera vers 17h, donc nous en terminerons vers 17h, 17h05, le temps qu'il arrive et qu'il vienne au pupitre. Donc la question posée aux intervenants, c'est l'avocat augmenté est-il dépassé? Et donc je présente les intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être là. Sabrina Martin, qui est avocate au barreau du Luxembourg et qui est membre du Conseil de l'Ordre du barreau du Luxembourg. Ingrid Dervaux, qui est magistrate et la secrétaire générale du réseau européen de formation judiciaire. Il faudra peut-être qu'elle nous explique qu'est-ce que c'est le réseau. Thierry Vickers, avocat au barreau de Paris et deuxième vice-président du CCBE. Et enfin Emmanuel Coulon, qui est... pardon. Je confondais avec Paul Albert-Rivens, mais bon. Il n'est pas dans la salle. Et enfin Emmanuel Coulon, qui est l'ancien greffier du tribunal de l'Union européenne. Alors, ma question va s'adresser à Sabrina. Comment le barreau luxembourgeois a-t-il transformé l'essai des nouvelles technologies? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Et, en mon nom et au nom du barreau de Luxembourg, je suis très très heureuse de pouvoir participer à ce panel. Et j'ai été très impressionnée ce matin par les différents intervenants, et tout particulièrement par la première table ronde, qui m'ont fait me souvenir de principes essentiels de la profession d'avocat, que j'entendais et que je véhiculais quand j'étais jeune avocate, il y a presque 30 ans. Et ça a fait énormément de bien. Après, je me suis dit, voilà, ce sont les principes et la pratique. Qu'en est-il? Et la pratique est extrêmement compliquée. Comment vont survivre les avocats aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate au barreau de Luxembourg, qui est un barreau qui a nettement évolué en l'espace de 15 ans, c'est-à-dire que quand j'ai commencé au barreau de Luxembourg, on était à peu près 700 avocats. Aujourd'hui, on est 3600 avocats. Il y a environ une quinzaine d'années, les gros cabinets anglo-saxons se sont implantés à Luxembourg, rachetant des cabinets locaux, et ont profondément changé toute la physionomie de notre barreau à Luxembourg, et les problématiques également. Donc on a essayé d'avoir un panorama global de la situation à Luxembourg, et on se rend compte qu'il y a énormément de cabinets de petite taille qui ont énormément de mal à survivre. Parce qu'aujourd'hui, être avocat, ce n'est pas seulement avoir une vocation, une mission, c'est aussi être chef d'entreprise et réussir à finir ses fins de mois, à respecter les normes de plus en plus importantes en termes de volume, de mise en conformité. Et finalement, quand on fait le bilan en fin de journée, sur la journée d'un avocat, on regarde combien de temps on a passé effectivement et on a exercé la profession d'avocat. Donc les recherches, le conseil, l'analyse, la stratégie, le contact avec le client, et on se rend compte que ça diminue comme peau de chagrin au fur et à mesure des heures de la journée parce que les tâches administratives sont très importantes. Les obligations des avocats vis-à-vis du Conseil de l'ordre et des normes européennes en général sont colossales et écrasent les avocats qui n'arrivent pas toujours à faire face à toutes ces obligations. Et notre rôle en tant que Conseil de l'ordre, c'est d'essayer de protéger également ces avocats-là. Ces avocats qui exercent à titre individuel ou dans des très petites structures. On sait que les grandes structures à Luxembourg sont absolument équipées. On a des départements dédiés à la compliance, au RGPD, au conflit d'intérêts. On a des comités de toutes sortes pour analyser en fait si les clients sont dignes d'être défendus, entre guillemets. Mais les petits cabinets n'ont pas tous ces moyens. Et le défi, c'est d'essayer de compenser ce manque et leur permettre d'exister parce qu'ils sont essentiels à l'exercice de notre profession. Ils sont essentiels sur la place. Il n'y a pas que des grandes multinationales à Luxembourg qu'il faut défendre. Il y a aussi énormément d'individus, de petites sociétés qu'il faut protéger. Et donc, notre défi, c'est d'essayer d'amener ce soutien au quotidien. Alors, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, l'avocat augmenté en termes génériques, oui, moi j'y crois. Je pense qu'effectivement, on est déjà tous des avocats augmentés, on utilise tous différents logiciels qui nous permettent de faciliter notre travail au quotidien. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle va certainement aider ces avocats qui n'en disposent pas de tous les moyens d'un grand cabinet à faire face à cette quantité de données qui est carrément impossible à un être humain seul de pouvoir appréhender, les classer, les trier
utiliser en fait les données nécessaires à l'exercice de la profession. Tout ça, ce sont des possibilités et des outils que l'intelligence procure à l'avocat. Donc, en ce sens, nous travaillons effectivement pour permettre à nos avocats de pouvoir être plus protégés dans un espace qu'ils ne comprennent pas toujours, parce que même l'espace cloud en général, est déjà un défi pour eux. Donc on les accompagne sous forme de guidance à travers ces possibilités de contracter avec des service providers, de pouvoir mieux comprendre les contrats qu'ils vont signer, les implications que ça génère en termes d'hébergement de données, par exemple, et de protection du secret professionnel, pour qu'ils ne se voient pas un jour opposer une responsabilité dans le cadre d'un manquement à leurs obligations professionnelles. Donc voilà le défi aujourd'hui. Donc nous les accompagnons. Nous pensons également que l'intelligence artificielle aujourd'hui se développe essentiellement dans les grandes structures qui sont en train de mettre au point et d'élaborer des intelligences artificielles internes qui vont permettre aux avocats de ces cabinets de pouvoir travailler mieux, plus rapidement, de faire face à une clientèle beaucoup plus exigeante, qui réclame de la transparence, de la réactivité. Et nous pensons effectivement que les avocats dans des structures plus réduites n'auront pas ces moyens. Donc nous pensons à mutualiser effectivement l'accès à ce genre d'outils comme l'intelligence artificielle et pouvoir donner ce soutien pour leur permettre de continuer à exercer et de croire en leurs valeurs et pas d'y renoncer parce que techniquement et matériellement ils n'ont plus ni les moyens, ni le temps, ni les outils pour pouvoir y faire face. Et c'est ça le grand défi d'aujourd'hui. Alors au niveau européen, et vous le savez, donc je fais partie de la commission du numérique en tant qu'expert luxembourgeois. Ce qui est très rassurant, c'est qu'on a quand même un cadre qui est en train d'être négocié. On a effectivement ce nouvel Artificial Intelligence Act, qui est en cours de négociation et qui devrait être finalisé très rapidement, qui va permettre de protéger également tous ces utilisateurs. Et voilà, ça me rend assez optimiste. Je ne sais pas si vous souhaitez que je rajoute. Je préférerais plutôt rebondir sur une éventuelle question par la suite. D'accord, très bien. Sans ça, j'allais vous poser une question parce que je sais que vous avez créé une Legal Tech, oui. Et donc peut-être le retour de votre expérience sur la Legal Tech que vous aviez créée. Oui, c'était en fait une idée que j'ai eue il y a 6 ans, dans la mesure où j'ai pensé qu'à Luxembourg, parce que Luxembourg c'est très particulier, on a énormément de travailleurs dynamiques, connectés, et qui ont besoin d'avoir un service rapide. Et alors j'avais imaginé donc de créer une plateforme de conseil juridique en ligne, avec un espace dédié aux utilisateurs, c'est-à-dire une possibilité pour l'utilisateur de consulter son dossier sur la plateforme, qui était extrêmement sécurisée, qui avait la même sécurité que les banques luxembourgeoises en termes de non-violation en fait, de l'espace, et d'avoir également une transparence au niveau des coûts, d'avoir une réactivité dans les 24 heures, voire 48 heures selon la question, sur des questions assez techniques, mais pas des questions de contentieux, je veux dire, c'est des questions purement de conseils sur différentes clauses, sur différents contrats, des interprétations qu'on pouvait donner et l'évaluation des risques. Mais je pense, et je pense encore toujours, que c'est un outil très dynamique et qui satisfait une clientèle qui est aujourd'hui, en tout cas dans certains pans de la clientèle, très différente de ce qu'on avait avant. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Je vais... Alors, mon cher Thierry, de quelle manière le Conseil des barreaux européens se mobilise-t-il sur cette émergence des nouvelles technologies et quelles auront été et quelles seront les réactions de la profession en Europe à cette émergence des nouvelles technologies? Merci Laurent, merci d'abord de m'avoir upgradé au rang d'avocat au barreau de Paris en commençant, et je vais essayer d'être à la hauteur de cette nouvelle qualification. Et je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que Sabrina Martin vient de nous dire, notamment sur ce qu'a été jusqu'à présent la définition de l'augmentation. L'augmentation, l'avocat augmenté, c'était jusqu'à présent tout simplement l'avocat qui mettait en œuvre un certain nombre de technologies qui lui permettaient de faciliter, d'accélérer son travail, la réalisation de son travail. Et ces techniques, elles ont été citées, et on sait qu'elles ont déjà posé des problèmes. C'est bien sûr toute la question de la communication en ligne, c'est également la relation avec les plateformes, et c'est enfin, et peut-être surtout, le problème de l'usage du cloud qui concerne essentiellement
les petits cabinets et les moyens cabinets, sachant qu'un moyen cabinet, c'est un cabinet quand même de moins de 100 avocats. Ce sont ces cabinets-là qui ont été amenés notamment à utiliser le cloud dans le cadre de cette première étape de la transformation et de l'augmentation. Dans tout ce cadre-là, le Conseil des barreaux européens est intervenu et vous trouverez bien sûr un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, qu'il s'agisse des travaux sur l'usage du cloud ou qu'il s'agisse également des travaux sur la participation aux plateformes ou au début des années 2000 sur la question de la communication en ligne. Ça, c'est la première étape de l'augmentation. Qu'est-ce qui est en train de changer et que fait l'intelligence artificielle? Pour la première fois, la machine va être capable de s'introduire, non pas dans la réalisation matérielle, mais dans la conception. Et quand je dis de s'y introduire, c'est même de mener la conception intellectuelle. C'est ça que la machine va être capable de faire à partir d'une série de techniques dont vous savez qu'on les qualifie d'intelligence artificielle, mais si on se recentre sur notre profession, c'est essentiellement la capacité de la machine à traiter le langage naturel qui va bouleverser complètement l'activité des avocats. Traiter le langage naturel, c'est donc la possibilité pour une machine, je n'ose pas dire comprendre, parce que ce n'est pas comprendre, mais simplement traiter les concepts et les contextes, et être capable, à partir de ce traitement, de vous fournir une réponse que vous allez pouvoir utiliser si vous êtes un avocat qui fait du juridique pour, par exemple, rédiger un contrat, vous assurer de la cohérence de ce que vous avez écrit aujourd'hui par rapport à ce que vous avez écrit hier, qui va vous permettre de mettre à jour automatiquement, en fonction de l'évolution du droit, une base contractuelle, etc., etc. Et si vous êtes avocat du judiciaire, vous allez pouvoir de la même façon traiter d'une façon totalement différente toute la recherche de jurisprudence. Vous allez être capable de produire du langage clair, vous allez être capable de produire de la synthèse de manière immédiate et instantanée. Et donc, effectivement, on est sur une révolution parce que nous touchons cette fois-ci à la conception même de la prestation juridique. Et en cela, et c'est pour ça que je tente de répondre à ta question, oui, en cela, l'augmentation est en train de changer de sens. On ne peut plus donner au mot augmenté, avocat augmenté, le même sens. Et vous avez cité Nietzsche, je me contenterai de Confucius. Si les noms ne sont pas rectifiés, alors les paroles ne sont plus en accord avec la réalité. Et donc, tu nous incites à mettre les paroles en relation avec la réalité. L'avocat augmenté a changé de sens. Alors, est-ce que tout le monde, est-ce que tous les barreaux vont être, puisque tu m'as demandé aussi de traiter de cet aspect européen, est-ce que tous les barreaux vont être à égalité devant cette difficulté? La réponse, c'est non. Il y a d'abord une première catégorie de barreaux qui vont avoir des difficultés, ce sont les barreaux qui traitent des petits langages. Si vous êtes membre d'un pays dans lequel un grand langage est représenté, vous allez avoir très facilement ou très rapidement la totalité de ces outils à votre disposition. Si vous êtes sur un micro-langage que quelques millions de personnes parlent, avec peu de données, oui, il risque d'y avoir un décalage en fonction de cet élément, et c'est quand même probablement la première fois qu'on peut avoir des décalages de cette sorte fondés sur la nationalité. Et puis, il y a en Europe deux catégories, deux manières de traiter du périmètre des avocats, de définir la manière dont certaines activités sont réservées aux avocats. Il y a une première manière, assez simple, qui consiste à faire une liste. Et puis il y a une deuxième manière, beaucoup plus élégante, et vous ne serez pas étonné de savoir que la manière française étant la plus élégante, nous l'avons adoptée, qui consiste à définir, et à définir notamment ce qu'est une
prestation juridique, ou plus exactement une consultation juridique. Et c'est une véritable trappe dans laquelle sont tombés bien sûr les Allemands également, ça n'étonnera personne. Eh bien, à partir du moment où vous définissez vous-même la prestation juridique, la consultation juridique, comme un raisonnement intellectuel et syllogistique, vous venez de dire que tout le produit des machines ne fait pas partie de la prestation juridique et de la consultation juridique, et vous bouleversez évidemment tout ce qui est notion de détermination des activités réservées. Et ça, là encore, c'est quelque chose qui n'existera pas partout. Alors, pour en terminer, je pense que le plus difficile pour l'avocat, ce sera de ne pas être, pour l'avocat augmenté, ce sera probablement de ne pas être dépassé par la technique qu'il va mettre en œuvre. Parce que là encore, je voudrais insister sur 2 points, mais il y en aurait plus, mais 2 points sur lesquels je voudrais m'arrêter un instant. D'abord, ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la compétence. Jusqu'à présent, les choses étaient simples. Vous connaissez votre déontologie, vous savez que vous n'avez pas à traiter de questions qui ne relèvent pas de votre compétence. Et c'est relativement facile à respecter comme règle déontologique parce que vous ne savez pas traiter les choses que vous ne savez pas. Mais avec une machine qui le sait à votre place, oui, va naître dans notre profession l'illusion de la compétence, la croyance qu'on peut traiter n'importe quoi, puisque de toutes les façons, il y a une machine pour le faire. Et donc, c'est probablement une des difficultés sur lesquelles nous allons devoir réfléchir, et peut-être faudra-t-il faire évoluer, là aussi, nos règles déontologiques en imposant une espèce de devoir de supervision, car si vous ne savez pas superviser ce que dit la machine, il est probable que vous mettrez en danger votre client. Et puis, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est évidemment la question du secret professionnel. On a parlé tous les deux du cloud. Un des éléments du cloud, vous le savez, la règle du cloud, c'est facile d'y mettre des données, c'est impossible de les retirer. Or, tous les mécanismes d'intelligence artificielle auxquels pourront avoir accès les petits et moyens cabinets seront fondés sur le fait que la technologie sera la propriété d'un tiers, que ce tiers vous proposera d'y accéder via le cloud et qu'il vous demandera tout simplement d'y mettre toutes les données, pas simplement les données numériques, non, toutes les données de vos clients. Parce que sans connaissance du cas, sans connaissance des faits, sans connaissance des pièces, le système ne pourra pas vous aider. Et donc, pour pouvoir être aidé par l'intelligence artificielle, va se poser un immense problème de secret professionnel. Et voilà les sujets sur lesquels, effectivement, le Conseil des barreaux européens se mobilise et devra fixer des positions pour la profession. Merci. Alors Emmanuel, une question aussi simple que celle que j'ai posée à Frédéric Bab. Les avocats européens s'adaptent-ils aux progrès technologiques ? Alors tout d'abord, c'est en tant qu'ami et fidèle soutien de la délégation des barreaux de France que je m'exprime humblement aujourd'hui. Votre question, Monsieur le Président, cher Laurent, s'inscrit dans une thématique dont le libellé m'a d'abord semblé un peu énigmatique, je dois dire, celle de l'avocat augmenté. J'ai initialement pensé que l'avocat augmenté était celui capable de porter sur ses épaules un poids qu'un humain ne peut ordinairement pas porter, ce qui n'est peut-être pas faux. Mais la formulation de votre question m'amène naturellement à faire le lien avec la justice numérique. Aujourd'hui, du moins en France, la dématérialisation de l'instance et de l'acte d'avocat sont devenues largement des réalités. Mais sous l'effet combiné de plusieurs facteurs, le monde du droit est en train de changer. Ces facteurs sont l'exploitation des métadonnées des décisions de justice libres d'accès et aujourd'hui des actions commerciales de sociétés qui proposent des solutions personnalisées fondées sur l'intelligence artificielle. Oui, me semble-t-il, les avocats européens s'adaptent globalement aux progrès technologiques. Dans le même temps, face aux nouveaux défis, et parce que l'intelligence artificielle est un phénomène disruptif, une réflexion collective s'impose sur l'avenir des métiers du droit. L'avocat de demain, la plupart des avocats de demain devront se positionner par rapport à un résultat produit par la machine. Il devra alors puiser dans son savoir et dans son sens du jugement pour se positionner.
Les changements en cours vont entraîner dans certaines structures des changements majeurs de relations, des rapports entre les avocats seniors et les avocats collaborateurs. La question de la facturation n'échappera pas non plus à la réflexion globale. Les juges et les personnels de la justice, en particulier ceux des greffes, sont aussi très concernés par la révolution en cours, notamment parce que la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle fait peser sur l'autorité judiciaire des responsabilités toutes particulières. Donc, de mon point de vue, l'avocat augmenté, c'est celui qui est conscient que les nouvelles technologies chamboulent les métiers du droit, qu'il les utilise et adapte l'exercice de son activité en conséquence, et qui sait que les outils d'intelligence artificielle permettent de gagner du temps, mais ne remplaceront en aucun cas l'intelligence humaine. En somme, l'avocat augmenté est celui qui saisit les opportunités offertes par les nouvelles technologies, mais qui, en professionnel du droit, en connaît aussi les risques et les limites liées à leur utilisation. J'aimerais aborder 3 points avec vous en particulier. Le premier point concerne le devoir de s'informer et de se former. Pour l'étudiant et l'avocat stagiaire, il est heureux que, aujourd'hui, les formations délivrées par les universités et par les écoles du barreau incluent un volet sur les outils de recherche et l'évolution des technologies. Pour sa part, me semble-t-il, l'avocat doit être incité, dans le cadre de sa formation continue obligatoire, à tenir à jour ses connaissances sur l'évolution des pratiques, notamment celles liées au changement de l'environnement technologique. C'est précisément dans ce sens que le commentaire figurant sous un principe compétence professionnelle, qui est inscrit dans la charte des principes essentiels de l'avocat européen, a été récemment modifié. Ceci a le mérite de la clarté. Le Code de déontologie des avocats européens, document produit par le CCBE, et le décret français de juin 2023 portant Code de déontologie des avocats visent respectivement pour leur part l'exigence de formation permanente et l'exigence de compétences envers les clients. Je pense que ces textes gagneraient à être plus explicites sur l'obligation de perfectionner les connaissances dans le domaine des technologies. J'ai aussi relevé que dans un rapport de juin 2022 sur les effets de l'open data sur la jurisprudence, il est recommandé de mettre en place des formations communes aux magistrats et aux avocats sur les outils algorithmiques d'analyse des décisions, et ce afin de pallier l'un des effets de l'intelligence artificielle combinée à l'open data, qui est celui du conformisme jurisprudentiel. Alors toutes ces formations, elles doivent permettre vraiment d'éclairer l'avocat sur le potentiel des outils d'intelligence artificielle, en particulier celui de permettre de traiter une masse considérable d'informations de nature diverse, jurisprudentielle, législative, réglementaire, accélérée et doctrinale, permettre d'accélérer et d'optimiser le travail de classement, d'analyser la jurisprudence, d'effectuer des travaux de recherche, de connaître aussi, avec précaution, l'issue probable de certains litiges dans des cas comparables. L'intelligence artificielle va permettre aussi de faciliter la prise de décision et elle va permettre de produire des résumés et d'assister à la rédaction. Ces formations doivent aussi permettre de comprendre que les solutions fondées sur l'intelligence artificielle ne sont que des outils à la disposition des praticiens du droit et comme toujours, tout va dépendre de la manière dont ces outils vont être utilisés. Pour conclure sur ce premier point, il me semble que, en toute lucidité, ceux qui apprennent à tirer aujourd'hui parti des nouvelles technologies obtiennent davantage de résultats en moins de temps, ils créent plus de valeur pour leur organisation. En somme, ils tirent des bénéfices des technologies qu'on n'hésite plus aujourd'hui à appeler de l'hypervitesse ou de l'hyperrapidité. Ceux qui n'utilisent pas les outils intégrant l'intelligence artificielle, notamment, mais les nouvelles technologies de manière plus générale, risquent de devenir rapidement remplaçables. Non pas qu'ils vont être remplacés par la machine, mais ils vont être remplacés par des personnes qui se sont formées et qui savent utiliser les outils en question. Et donc il me paraît qu'ici, il y a une question pour l'avocat individuel, il y a un sujet pour la profession. J'en viens à mon deuxième point, qui recoupe en partie ceux de Thierry à l'instant, exprimé à l'instant, sur les risques que font courir les nouvelles technologies
à des manquements, à des obligations professionnelles. Donc on le sait, des risques sont associés aux nouvelles technologies. On a parlé, le CCBE a travaillé sur ces sujets effectivement, sous forme de lignes directrices, sur l'utilisation des communications électroniques, le cloud et les plateformes juridiques en ligne. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle fait émerger de nouveaux risques qui commandent, me semble-t-il, de développer, d'étoffer, d'enrichir les réflexes numériques. Je vais citer deux manquements possibles. Le premier manquement, c'est le manquement au devoir de compétence. Thierry a parlé tout à l'heure de l'illusion de la compétence. Moi, je serais tenté de parler de la tentation de la facilité. Vous le savez, en fait, avec ChatGPT, on a tous vécu la même chose. C'est-à-dire que c'est un outil assez bluffant quand même, assez exceptionnel. Il a ses limites, on le sait, mais c'est un outil qui est devenu très populaire et qui est très utilisé. ChatGPT a atteint le million d'utilisateurs en 5 jours et on a aujourd'hui plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc on est dans une situation dans laquelle cet outil permet d'obtenir ce que l'on n'obtenait pas auparavant avec des outils de recherche comme Google. Je dois effectivement mentionner ici le cas de l'affaire Roberto Matta contre la compagnie aérienne Avianca, puisque des avocats ont malgré eux fait la une de la presse américaine, non pas parce qu'ils ont brillé par les compétences qui étaient les leurs ou la qualité de leurs analyses, mais tout simplement parce qu'ils ont produit devant le juge américain des décisions fictives. Et donc ils ont été interrogés par le juge à cet égard. Je recommande vraiment la lecture de la décision, 34 pages. Le juge Castel a fait un grand travail pédagogique, je dois dire. Et dans cette décision, effectivement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que en l'occurrence, c'est un avocat qui a utilisé ChatGPT, qui n'a utilisé aucune autre source que ChatGPT, qui n'a pas contrôlé l'information. Qu'est-ce que cette affaire enseigne? Elle enseigne qu'effectivement, elle enseigne qu'il existe effectivement un risque lié au manque de prudence. Elle illustre parfaitement l'absence de gestion du risque. Elle montre à quel point un résultat produit par une machine non vérifiée par un humain, ce que les anglophones appellent « human in the loop », peut produire en tant que résultat très insatisfaisant. Donc il faut se positionner par rapport à cela. Évidemment, il faut se positionner par rapport à ça en tenant compte de ce que l'intelligence artificielle offre aujourd'hui. Il y a du vocabulaire qui apparaît, en fait, qui est lié à l'émergence des nouvelles technologies. L'anthropomorphisation. Et c'est vrai, en fait, quand on interroge la machine, c'est très troublant. Elle vous répond à la première personne du singulier. Ça a quelque chose de très déstabilisant. Ça devient, on les lit parfois, en fait, sur les sites de certaines sociétés commerciales, mais c'est votre nouveau collaborateur, c'est votre nouvel interlocuteur. C'est une machine, et ça doit rester ce que c'est, une machine. Et cette machine, elle est dangereuse parce qu'elle produit, et les avocats dans l'affaire Roberto Matta contre Avianca en ont fait les frais, parce que c'est une machine qui produit des hallucinations, donc c'est un vocabulaire très adapté à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle vous présente une réponse fausse, présentée comme un fait certain. Et donc ceci appelle la plus grande vigilance. Le deuxième manquement, Thierry en a parlé aussi, c'est le manquement au devoir de confidentialité. Les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme, me semble-t-il, sont les concepteurs même des outils d'intelligence artificielle. À l'origine, c'est la société Google qui a envoyé un message à tous ses employés, puisque les employés de Google ont commencé à utiliser l'application de chat Google Bard. Ils ont commencé à intégrer là-dedans des codes sources, des données confidentielles, des secrets d'affaires. Malheureusement, en fait, quand tout est injecté dans le système, ça devient une fuite. Et donc, vous imaginez ce que ceci peut produire si l'avocat demain utilise la machine et verse dans celle-ci des informations qui sont confidentielles. Il va ainsi, parfois sans le savoir, d'où la nécessité d'avoir des bonnes formations, il va ainsi méconnaître son devoir de secret professionnel. Alors, dans un document récent du CCBE, celui-ci appelle l'attention sur la nécessité de faire attention lorsque des outils d'intelligence artificielle sont utilisés, et il utilise notamment une phrase très très pertinente, c'est que la certitude de la confidentialité est évidemment le gage de la confiance. Donc la seule recommandation ici qu'on puisse faire à ce stade, c'est qu'il est impossible, vous ne devez pas mettre dans la machine des informations relatives aux relations avec vos clients si vous n'avez pas la garantie technique et juridique que les données ne seront pas confinées pour les besoins du cabinet. J'en viens à mon dernier point, qui sont plutôt en vérité quatre questions pour la profession. Pour être augmenté, il faut les moyens d'être augmenté.
Et là, effectivement, ça a déjà été souligné tout à l'heure. On est dans une situation dans laquelle donc sont apparues depuis les années 2000, en particulier 2010, les sociétés de la legal tech. Donc les sociétés de la legal tech, elles ont leur place à part entière dans le décor maintenant des métiers du droit. Concrètement, elles continuent de lever des fonds, ce que vous ne pouvez pas faire, et le secteur se développe. Le secteur se restructure. Le secteur est en train de bouger, notamment sous l'effet de l'intelligence artificielle. De grandes sociétés commencent à s'intéresser de très près aux start-up et probablement vont mettre la main dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est en fait dans ce phénomène de recomposition du marché, et des cabinets d'avocats, donc effectivement, utilisent, les grandes structures en général, mais pas toujours, utilisent les services des legal tech pour disposer de services personnalisés répondant à leurs besoins. Donc il y a déjà eu dans la presse juridique beaucoup de communication sur des accords qui ont été conclus avec des grandes sociétés de l'intelligence artificielle. J'appelle juste l'attention sur le fait que ceci a nécessairement un coût humain et un coût financier. Sur le coût humain, il faut savoir que développer des systèmes d'intelligence artificielle, ce que les legal tech appellent aujourd'hui la co-innovation, ça implique vraiment en fait un travail plein et entier pendant plusieurs mois des collaborateurs pour être en mesure de nourrir le système d'intelligence artificielle, de contrôler les résultats produits par ce dernier et de vérifier qu'ils permettent d'obtenir les résultats effectivement souhaités. Et donc à partir du moment où on a en fait ces coûts financiers et humains, il y a en fait un risque additionnel de fragmentation du marché. En France, opportunément, la profession a réagi et a mis à disposition l'outil JuryPredis. Donc je n'ai pas une idée de ce qui se passe dans les autres États membres de l'Union, mais donc cet outil est présenté comme la solution par la conférence des bâtonniers. Deuxième question, rapidement, quel périmètre reste-t-il pour la notion de consultation juridique? La consultation juridique est réservée aux professionnels du droit, elle est réservée aux professionnels par la loi. Je relève que, à la fois, le Conseil national des barreaux est dans un rapport de juillet 2020 sur l'avenir de la profession d'avocat, la question a déjà été soulevée. Elle prend aujourd'hui beaucoup plus d'acuité avec l'intelligence artificielle générative. Et donc aujourd'hui, la machine peut fournir en langage naturel des réponses structurées équivalentes à l'application d'une règle de droit abstraite à des cas, à des faits. Et donc on est, en vérité, dans la consultation juridique. Et ça pose vraiment des questions, me semble-t-il, pour la profession. Quelle est aujourd'hui la ligne de partage entre les activités de la legal tech et les prestations assurées par les avocats? Comment assure-t-on la protection du public en l'absence de définition de la consultation juridique dans la loi? Et je sais en fait quelles ont été vos initiatives dans ce sens. Personnellement, je pense que la référence au caractère intellectuel de la prestation devait être biffée, précisément parce qu'à défaut, effectivement, les legal tech vont avoir un boulevard devant elles pour dérouler les services de prestation juridique. Troisième point, rapidement, l'évolution de la relation entre le client et l'avocat. Il est évident, me semble-t-il, que les solutions algorithmiques vont changer la relation, et c'est probablement le cas en fait, dans certaines situations, vont changer l'équilibre dans la relation entre l'avocat et ses clients. Je pense en particulier aux directions juridiques, aux services juridiques des grandes sociétés qui aujourd'hui disposent déjà d'outils extraordinairement performants. Et donc la question va être comment va s'articuler cette relation entre ceux qui disposent des outils et l'avocat qui va assurer sa prestation juridique. Allant même plus loin, j'ai lu ça dans la presse juridique américaine, il est demandé dans certains cas la signature par l'avocat d'un engagement envers son client qu'il n'utilisera pas l'intelligence artificielle ou que s'il l'utilise, il aura assuré alors un contrôle du résultat produit par la machine. Mon dernier point, et c'est en fait la transition vers la partie qui va être assurée par Madame Dervaux, ce sont les relations qui vont bouger entre l'avocat et le juge. Mon premier point, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur la fonction de juger. Quand vous combinez l'open data avec l'intelligence artificielle, vous arrivez vers la justice prédictive, dite prédictive, probabiliste. On est dans une situation dans laquelle demain, les avocats qui vont utiliser ces systèmes vont produire au soutien de leurs conclusions les résultats produits par une machine devant le juge.
La difficulté va être pour le juge de se positionner par rapport aux résultats produits par la machine, invoqués par l'avocat. Et donc la magistrature, les magistrats commencent à se poser la question de savoir s'ils vont devoir justifier, expliquer les raisons pour lesquelles ils ne suivent pas les propositions faites par la machine. Alors certains préconisent que ce soit le cas, puisque ça participerait de la transparence. Le juge reste effectivement souverain, mais la question est posée. La deuxième question est celle du déséquilibre des moyens entre certains avocats et le juge. Cette évolution va permettre de constater dans certaines situations que le juge est sous-équipé par rapport à certains cabinets d'avocats. Ceci peut conduire à une conséquence complètement paradoxale, qui est que le juge, pour l'autorité judiciaire, je vais le dire comme cela, pourrait être un jour amené à souscrire des licences auprès de sociétés privées qui fournissent des solutions personnalisées, qui sont le résultat de l'exploitation de l'open data, c'est-à-dire le résultat de la mise à disposition gratuite par le service public des métadonnées relatives aux décisions de justice. Il faut vraiment qu'on ait tous conscience en fait, de ces évolutions possibles. Mon dernier point, c'est plutôt anecdotique, mais c'est l'agacement du juge. Un juge du Texas, récemment, s'est fâché. Et donc, récemment, il a tout simplement mis en place un système de certification. Il en avait assez, en fait, que les avocats venant devant lui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle générative. Et donc maintenant, ce juge du Texas leur fait signer en fait une déclaration par laquelle ils déclarent soit qu'ils n'ont pas utilisé les systèmes d'intelligence artificielle, soit que s'ils les ont effectivement utilisés, alors ils ont assuré un contrôle effectif du résultat produit par la machine. Est-ce vers cela que l'on va? Je ne sais pas. Je finis en fait tout simplement. Ce matin, le professeur Defin a insisté sur la nécessité de ne pas rester immobile. Je crois qu'on est vraiment dans ce moment où il faut en fait se positionner par rapport à ces évolutions. Ce positionnement, il n'est pas propre à la profession d'avocat, il concerne tous les métiers du droit. Et je crois qu'effectivement, le moment, en particulier à cause de l'intelligence artificielle générative, le moment est venu de réunir les professions et d'organiser une discussion collective, notamment et parce que j'ai pu constater que la spécificité juridique et judiciaire n'était pas suffisamment prise en compte par les décideurs publics, en particulier par le législateur français et européen, et ceci mérite de retenir l'attention. Merci beaucoup. Alors, dernière intervenante, Ingrid, chère Ingrid, je vais vous poser deux questions. La première, la formation des magistrats répond-elle aux défis soulevés par les évolutions technologiques, et avec votre vision un petit peu européenne de la formation judiciaire, vous pourrez peut-être répondre à cette question. Et la seconde, c'est de savoir dans quelle mesure les relations magistrats-avocats sont-elles impactées par l'utilisation de celles-ci. Merci, cher Laurent. Merci tout d'abord de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Alors, j'ai la lourde tâche d'intervenir à la dernière table ronde de la journée et après des présentations extrêmement intéressantes. Donc, j'espère que je parviendrai à conserver votre attention. Je vois que de toute façon, toi, Laurent, tu es debout, donc tu es obligé de rester attentif. Tu es le seul d'entre nous, je crois, à avoir passé cette journée debout. Merci. Voilà, absolument. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par monsieur Emmanuel Coulon juste avant moi. La question de l'avocat augmenté, la définition de l'avocat augmenté, j'ai eu la même interrogation lorsque j'ai vu le titre du programme, et là j'ai pensé à cette initiative Neuralink, vous savez, cette puce que l'entreprise Elon Musk propose de mettre sur un être humain et qui permettrait peut-être d'augmenter nos capacités cognitives. On n'en est peut-être pas encore là, mais peut-être qu'on est assez proche, et effectivement je rejoins la problématique qui a été présentée sur le défi
qui est celui pour l'avocat augmenté, finalement, de saisir les opportunités qui lui sont offertes par les nouveaux outils technologiques, tout en conservant la maîtrise. Et finalement, ce qui ressort de l'intervention précédente et qui me paraît tout à fait pertinent, c'est que l'avocat augmenté n'est dépassé que s'il perd la maîtrise de ses outils. Et c'est en réalité la même chose pour le magistrat. Donc c'est là aussi qu'on peut faire le lien avec le rôle, la mission du réseau européen de formation judiciaire que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. La différence, justement, pour conserver la maîtrise des outils, eh bien, c'est la formation judiciaire. Et c'est justement la mission du réseau européen de formation judiciaire. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce réseau qui regroupe aujourd'hui toutes les écoles de formation judiciaire européennes, les écoles de formation de magistrats et de personnel judiciaire depuis 2021. Cette histoire, elle commence en 2000. On est un peu après le Conseil européen de Tampere et la création donc d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et des représentants de plusieurs écoles de formation judiciaire, dont l'École nationale de la magistrature française, se disent qu'effectivement, dès lors qu'on va créer un espace de justice, il va falloir l'accompagner de la formation judiciaire pour soutenir effectivement l'intégration au niveau européen. Et c'est là que se réunissent 16 membres fondateurs, donc 16 écoles fondatrices à Bordeaux en 2000, et qui, à ce moment-là, ont simplement l'objectif de travailler ensemble et d'essayer de soutenir l'intégration européenne, la création de cet espace, ce nouvel espace, par la formation judiciaire. 20 ans après, on a effectivement de nombreuses activités qui sont réalisées en coopération par toutes les écoles de formation judiciaire elles-mêmes, qui nous permettent d'accueillir chaque année plus de 7000 magistrats et personnels judiciaires européens dans nos formations. Mais surtout, 20 ans après, dans les conclusions du Conseil, donc en 2020, on a déjà une instruction qui est faite à la Commission européenne de promouvoir la formation judiciaire des personnels, enfin des professions du droit, des professionnels du droit, y compris les magistrats donc, et les avocats, sur la culture numérique et les outils numériques. Le réseau européen de formation judiciaire est alors nommément cité. Mais surtout, ce qui apparaît dans ces conclusions du Conseil, c'est qu'on a une distinction entre l'usage des outils numériques pour la formation elle-même et en objet de formation. Et donc effectivement, il y a deux manières d'utiliser les outils numériques en matière de formation judiciaire. Il y a d'abord l'usage, et ça on l'a un peu tous expérimenté avec malheureusement la pandémie, l'usage du digital, l'usage du numérique, pour faire en sorte que nos formations soient de meilleure qualité, pour faire en sorte que nos formations finalement atteignent le plus de public possible et soient diffusées largement. Alors effectivement, c'est le cas des webinaires, c'est le cas de la formation hybride. On utilise nous aujourd'hui au réseau européen de formation judiciaire aussi la réalité virtuelle comme outil de formation, parce que c'est aussi plus attractif. Ça permet de conserver l'attention d'un public, même après une journée épuisante et passionnante sur des sujets compliqués. Et puis, on a aussi la création de courtes vidéos. Là, je pense à un projet que nous avons mené ensemble, qui est porté par la Commission, donc mené ensemble à l'initiative du CCBE, sur la création de vidéos de présentation de la procédure à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ces vidéos, lorsqu'elles seront finalisées, devraient nous permettre effectivement de diffuser très largement aux magistrats, aux avocats, à tous les professionnels du droit, la connaissance de la procédure au niveau de la Cour de justice et une connaissance beaucoup plus en détail et concrète de la manière dont ça se passe. Mais il y a aussi et surtout, et c'est finalement ce qui nous intéresse manifestement le plus aujourd'hui, c'est la formation sur le digital lui-même. C'est de permettre aux magistrats comme aux avocats de connaître les outils, de connaître leur environnement, d'utiliser finalement les outils qui sont à leur disposition pour être plus efficaces et finalement appréhender aussi mieux l'environnement numérique actuel de manière à rendre des décisions de meilleure qualité aussi.
La question qui se pose de toute façon aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut véritablement être avocat ou magistrat sans maîtriser les outils numériques? Alors on va très loin, hein. Moi je vous ai parlé de Neuralink, on a parlé de l'intelligence artificielle, mais ça va très vite. Moi il y a quelques années j'étais juge d'instruction dans le sud de la France. Le sud de la France qui est connu pour avoir une population de magistrats aussi beaucoup plus âgés, il faut le dire. Et je me souviens d'un juge d'instruction qui n'utilisait pas les mails. Alors peut-être que certains avocats du Sud l'ont connu aussi, mais c'était il y a seulement quelques années et ils n'utilisaient pas un ordinateur, ils n'utilisaient pas les mails. Moi, je fais partie de la génération de magistrats à qui on a remis un ordinateur en arrivant à l'École nationale de la magistrature et c'est déjà dépassé parce que vous allez me dire, là, on n'est pas dans le sujet, c'est déjà vieux, ça, un ordinateur, un mail, voilà. C'est finalement... Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce magistrat aujourd'hui peut encore exercer ? J'étais en contact récemment avec un de mes collègues encore dans le sud de la France, à qui je parlais du digital et qui me dit mais moi maintenant c'est fini, hein, du jour au lendemain on m'a dit il n'y a plus de papier à l'audience, c'est terminé, vous avez une tablette, vous vous débrouillez avec ça et puis voilà, j'ai bien dû l'utiliser. Donc c'est la réalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, la proposition de règlement qui a été adoptée en décembre 2021 sur la numérisation de la coopération judiciaire, elle va imposer ça au niveau européen, la procédure numérique, au niveau civil, pénal. C'est partout, ça va être partout et ça va être une obligation. Alors la question qui va se poser à ce moment-là, c'est communication électronique pour la coopération judiciaire, d'accord, mais par qui? Et donc, quelle formation? Et une formation adressée à qui? Parce qu'au niveau européen, on est déjà dans une situation très inégale en fonction des pays. Il y a des pays, effectivement, qui sont très avancés au niveau du numérique. Et puis, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, la France, l'Italie sont déjà passés à la procédure, à la communication électronique. L'Estonie aussi est très en avance. Et je posais la question à mes collègues estoniens. Je leur disais, mais alors, comment allez-vous faire? Est-ce que vous avez proposé des formations à vos juges? Parce que, aussi, parfois, on a des personnes très âgées. Elles me disaient, mais non, on n'est pas encore allé là-dessus. On est effectivement très en avance sur les outils, l'utilisation des outils en matière de procédure et dans la justice en général. Donc, on me faisait entendre, on me laissait entendre, finalement, ils se débrouillent, mais surtout, ils ont un staff, ils ont une équipe qui les soutient. Alors, effectivement, nous pensons quand même, et c'est ce qui m'était répondu, qu'il va falloir engager une démarche en termes de formation des magistrats eux-mêmes pour qu'ils puissent eux-mêmes et ne pas dépendre, et sans dépendre d'autres personnes, maîtriser ces outils numériques. Alors c'est justement le défi qui est celui du réseau européen de formation judiciaire, parce que on est tous conscients finalement qu'il y a un besoin. Cette intelligence artificielle, ces nouveaux outils, on les voit, on les utilise parfois sans trop connaître, on utilise cette data, on donne nos data, et puis on veut tous faire quelque chose, on veut tous former, et arrive la difficulté de traduire ce besoin en formation judiciaire. Comment je fais? À quels outils je forme? Et alors, une personne me posait la question tout à l'heure avant en me disant « Mais est-ce que vous utilisez tel ou tel outil pour les formations ?» C'est ça qui se passe, c'est que ça va très vite. Il y a toujours de nouveaux outils, il y a toujours de nouvelles choses, c'est différent en fonction des pays, en fonction des domaines. On est toujours en retard sur une application ou quelque chose qui vient d'arriver. Alors comment nous, au niveau de la formation judiciaire, comment faire pour donner aux magistrats, et je pense que la question se pose effectivement aussi pour les avocats, les moyens d'affronter, de relever ce défi du digital. Alors, le réseau européen de formation judiciaire vient de créer un nouveau groupe de travail sur le numérique. L'idée étant effectivement d'évaluer les besoins et de construire un plan d'action sur la manière dont nous allons former nos publics cibles sur le numérique. Mais il y a déjà, parmi les membres du réseau européen de formation judiciaire, des initiatives particulièrement intéressantes qui ont été d'ailleurs présentées à la dernière conférence organisée par la Commission européenne. Je vous recommande d'ailleurs de retourner visionner les vidéos si vous en avez l'occasion et l'intérêt. Présentation par nos collègues espagnols qui, en réalité, se sont dit on ne va pas pouvoir former nos magistrats, nos procureurs pour eux et nos personnels judiciaires à un logiciel en particulier.
C'est pas possible, il y a des logiciels différents tout le temps, ça évolue constamment, donc il faut qu'on prenne le problème différemment. Et la solution qui a été trouvée de leur côté, ça a été de dire prenons le temps de la réflexion et réfléchissons. Quel est le rôle du magistrat, du personnel judiciaire dans cet environnement numérique? Quelle est sa mission? Alors on en a parlé, hein, le devoir de compétence, la responsabilité aussi au niveau du traitement des datas, ça s'applique aussi aux magistrats. Et donc, nos collègues espagnols nous ont présenté hier à la conférence des directeurs à Madrid une série de compétences qu'ils ont identifiées et sur lesquelles ils construisent un plan de formation de leurs magistrats et personnel judiciaire. L'idée étant de dire, les outils vont toujours changer, en revanche, il faut que nous puissions former sur les compétences qui sont nécessaires pour un magistrat, pour un personnel judiciaire, pour justement affronter l'environnement numérique, être capable de veiller à ce que, même dans un environnement numérique, eh bien, les droits soient protégés, que les principes soient respectés, et aussi être capable d'utiliser les outils en conscience. Voilà le véritable défi. Et alors, effectivement, c'est une initiative nationale que nous allons partager sans doute au niveau européen. Je ne dis pas que ce sera forcément la solution, mais effectivement, en termes de formation, le défi est véritablement celui-là, celui de transcrire en besoin ce qui correspond à un véritable défi pour tous les professionnels du droit aujourd'hui. Sur la relation avocat-magistrat, je rejoins vraiment ce qui a été dit. Effectivement, il y a ce risque de déséquilibre en termes d'égalité des armes, hein, par exemple, entre l'avocat et le procureur. Hein. Si on a une intelligence artificielle côté avocat qui fait des miracles, et puis qu'on a un procureur qui n'est pas en mesure... je dis ça dans ce sens-là, mais ça pourrait être l'inverse, hein, finalement. Vous savez, on peut avoir aussi un procureur qui est extrêmement techie, qui sait tout faire, voilà, et face à un avocat qui est plutôt ancienne génération et qui n'a pas encore fait ce pas ou n'a pas encore bénéficié de la formation utile. Alors là, effectivement, on a un problème. Mais on a aussi un problème si on a des outils peut-être trop performants. Parce que l'illusion de la compétence, c'est pas que ça, finalement. Un outil extrêmement performant va nous donner l'illusion de la compétence, mais va aussi nous faire prendre le risque de le laisser décider à notre place. Qui n'a jamais, dans un contexte de charge de travail très importante au niveau européen, on ne parle que de ça, hein, le workload, les magistrats ne parlent que de ça. J'imagine que les avocats aussi ressentent cette pression constante de la charge de travail, du nombre de tâches que nous avons exécutées, et ça a été effectivement exprimé avant moi. Le risque, c'est qu'à un moment donné, on s'abandonne, et que, eh bien, quand c'est fait, quand ça nous permet d'être plus efficace, on oublie une fois, deux fois, de vérifier ce que l'intelligence artificielle a produit. Et d'ailleurs, même encore plus, c'est encore plus vrai, si on part du principe avec la justice prédictive qu'il faut justifier la raison pour laquelle on ne décide pas dans le sens de la statistique majoritaire, eh bien le risque, c'est quoi? C'est qu'on choisisse la facilité et qu'on se dise « j'ai pas le temps de motiver, puisque la majorité c'est ça, eh bien je préfère suivre les statistiques ». Alors est-ce que l'avocat a envie d'avoir un juge robotisé? Le risque est là. Peut-être que oui, d'ailleurs. Peut-être que c'est une évolution qui sera souhaitée un jour. Moi, j'ai en tête aussi la campagne Watson en 2016. Et là, je fais un peu de provocation. Enfin, vous vous souvenez tous de cette campagne pour la Maison-Blanche. C'est-à-dire où on a placé en candidat une intelligence artificielle, Watson, créée par IBM. Et l'argument, c'était de dire cette intelligence artificielle-là, elle est véritablement objective. Elle peut travailler nuit et jour. Elle va être capable de prendre les bonnes décisions pour le pays, en matière économique, en matière de droit, en matière de justice également.
C'est peut-être ce qui pourrait arriver dans quelques années. Et là, je fais la provocation parce que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est ce que nous voulons ? En 2021, déjà, en Chine, on a eu l'intelligence artificielle, cette fois, qui jouait le rôle d'un procureur, en particulier sur les rôles sur les infractions liées aux fraudes à la carte bancaire. Alors oui, effectivement, moi j'ai eu des dossiers comme ça, je pense que peut-être certains d'entre vous en ont eu. Ce sont des énormes dossiers, parfois avec beaucoup de fraudes. C'est fastidieux de tout traiter, c'est fastidieux de tout regarder, c'est fastidieux d'aller dans le détail pour vérifier que l'infraction est constituée. Pour autant, est-ce qu'il est pertinent d'être substitué par une intelligence artificielle pour ce genre de dossier aussi. Ce sont des questions qui se posent. Je n'ai pas la réponse. Simplement, je pense que la solution, elle est effectivement dans la formation judiciaire. Elle est dans une formation judiciaire de qualité et pensée collectivement par les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire par les magistrats pour les magistrats, par les avocats pour les avocats, parce que nous savons quel est notre rôle et nous savons aussi quelle est notre plus-value. Merci beaucoup Ingrid. Alors je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle. Ah oui, il y a une question là-bas. Je vois. 2 bras se lèvent. Vincent Rasfelino, avocat au barreau de Paris, président de l'ECBA. Merci à tous ces intervenants, c'est très très enrichissant. D'abord, je vais citer les bons auteurs. C'est Laurent Petiti qui dit « L'avocat doit être européen ». C'est parfait. Et donc, l'avocat européen, il a des dossiers transfrontaliers. Et donc, je voudrais savoir, j'aimerais bien savoir si les personnes qui viennent de s'exprimer ont anticipé le conflit entre les intelligences artificielles. L'excellent Thierry Vickers parlait tout à l'heure de l'avantage qu'auraient certaines populations du fait de la langue qu'ils parlent. Dans un dossier, on peut régler ce problème devant un juge, mais quelquefois on n'a pas forcément de juge, ça peut être un médiateur. Et puis je pense aussi à la science du comportement, c'est-à-dire à la déontologie et à nos bâtonniers. C'est-à-dire que, est-ce que l'intelligence... Vous savez que si on rentre des données dans une intelligence artificielle, en droit anglo-saxon, on va tomber par exemple sur un conflit d'intérêts. Et si on met les mêmes éléments en droit romano-germanique et en langue française, on va peut-être tomber sur simplement une indélicatesse. Donc comment est-ce que ce conflit d'intelligence artificielle a été anticipé ou est-il anticipé? C'est ma question. Si je peux me permettre, je vais simplement répondre à cette question. Étant avocate luxembourgeoise, les problématiques liées aux contentieux transfrontaliers et autres questions de droit international privé nous concernent au quotidien. Alors, moi, je suis très optimiste, en fait, concernant l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle va nous aider grandement. Je ne pense pas qu'il y a un risque majeur dans la mesure où l'avocat garde le contrôle, en fait, sur son outil. C'est le cas également aujourd'hui. On peut trouver des collaborateurs qui font des mauvaises recherches. On peut faire des recherches erronées nous-mêmes. Je veux dire, l'intelligence artificielle peut également se tromper. Tout va dépendre de la question qu'on va lui poser et apprendre à poser la bonne question à l'intelligence artificielle pour avoir la réponse adéquate. Donc tout ça, c'est un art. On va devoir travailler sur ces questions, travailler à interroger l'intelligence artificielle. Mais la confrontation entre 2 intelligences artificielles sera la même qu'entre 2 recherches. Donc je vois pas de problème majeur, en fait. On va simplement dompter quelque part la machine et apprendre à plus rapidement confronter les points de vue. Et notre travail d'avocat va être d'interpréter, d'en tirer en fait une stratégie claire et résoudre le conflit. Thierry, tu veux... Eh bien, il y a un autre conflit d'intelligence artificielle qui me paraît mériter qu'on s'y arrête un instant et qui me paraît en fait plus préoccupant. C'est l'hypothèse dans laquelle c'est le juge qui a l'intelligence artificielle et qui est confronté à l'avocat. C'est-à-dire, que se passe-t-il si le juge, pendant la phase de décision, bénéficie d'une intelligence artificielle qui lui donne une réponse qui est différente de celle que les parties lui ont proposée? Voilà, à mon sens, le principal conflit qui risque de se produire parce qu'il fait changer la nature même du débat judiciaire. Si le juge interroge l'intelligence artificielle, franchement, il n'y a plus besoin de qui que ce soit d'autre.
Mais l'humain va prévaloir sur l'intelligence artificielle. Ça devra rester la règle. Et c'est pour ça qu'on y travaille tous dans le cadre de nos projets. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue. Je suivais le président Albert Ivens à Chicago. Je me trouvais dans la Chicago Law and Economics et ils nous ont expliqué il y a 15 ans que la machine était déjà plus performante que le juge dans un certain nombre de domaines, et notamment dans ce domaine très nord-américain qui est celui de la mise en liberté sous caution. Eh bien, ce pari que fait le juge, est-ce que le prévenu va se représenter le jour de son procès? Eh bien, on le posait à la machine et la machine gagnait. C'est-à-dire qu'elle répondait beaucoup plus fréquemment « celui-là va se présenter et celui-là ne va pas se présenter » plutôt que le juge. Et la question qui nous avait été posée, et nous étions donc en 2008 ou 2009, c'était « on est prêt déjà ». La seule question, c'est de savoir à quel moment le public choisira la machine parce que c'est plus sûr que le juge. Oui, exactement. Peut-être un point. Oui. C'était pas la même. Peut-être un point de clarification. Je rebondis parce qu'on est actuellement en fait en phase de trilogue sur le règlement intelligence artificielle. Ici, je veux souligner que les utilisateurs privés, en fait les avocats, ne seront pas logés à la même enseigne que l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que dans la classification, le système de gestion par type de risque, dans le système proposé par la Commission européenne, qui pour l'instant est en train d'être entériné, l'intelligence artificielle utilisée par l'autorité judiciaire, qui consiste donc à aider le juge à appliquer le droit à des faits, est soumise à des obligations. Alors que le système utilisé par des sociétés privées, sans préjudice de leur utilisation ultérieure par les juges, ne sont pas soumises aux mêmes règles. Donc là, on va observer une dissymétrie avec d'un côté des obligations qui vont peser sur l'autorité judiciaire, c'est-à-dire sur les fournisseurs et sur les utilisateurs des systèmes algorithmiques, et donc en préjudice un système qui n'est pas sans faille, parenthèse, je le souligne, qui n'est pas sans faille, mais on peut être dans une situation dans laquelle en principe les biais algorithmiques sont contenus pour le juge, mais ils ne seront en revanche pas contrôlés de la même manière par les sociétés privées qui vont mettre à disposition leurs outils pour donc des personnes morales de droit privé. Donc lorsque ce n'est pas utilisé à des fins judiciaires, par des privés, le contrôle ne sera pas le même. Donc on peut être à un moment donné dans une situation dans laquelle effectivement les avocats vont se prévaloir de résultats produits par une machine, le juge de l'autre côté aura sa propre machine, mais lui soumis à des exigences réglementaires et obtiendra un autre résultat. Dans ce cas, en vérité, on est dans une situation dans laquelle potentiellement, ça c'est un des risques qui est couru, l'intelligence artificielle a la pour vocation première essentiellement de faire gagner du temps. C'est vraiment les techniques de l'hypervitesse. Et le temps libéré, il doit être bien utilisé pour faire autre chose, des tâches à valeur ajoutée. C'est comme ça que sont présentés les bénéfices de l'intelligence artificielle. Si demain, effectivement, le juge passe son temps à expliquer les raisons pour lesquelles il ne suit pas des précédents, alors le temps libéré n'est en principe pas bien utilisé. Et donc la question deviendra celle de savoir comment le magistrat va se positionner dans ce type de situation. Voilà, le débat est ouvert. Ce que je constate aussi, tout à l'heure, je parlais de la spécificité judiciaire. Moi, je suis un peu préoccupé en termes de séparation des pouvoirs, parce que les algorithmes, les solutions algorithmiques font l'objet de contrôle. C'est le propre du règlement sur l'intelligence artificielle. Mais la question des autorités de contrôle chargées de la supervision de la réglementation sur l'intelligence artificielle se pose. Tout à l'heure, quand je disais qu'il faut tenir compte de la spécificité judiciaire, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, à la différence de ce qui a été prévu, notamment par la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, pour lequel maintenant, dans la loi numérique qui est en train d'être votée au Parlement en France, ce seront respectivement le Conseil d'État et la Cour de cassation qui vont s'assurer de la bonne mise en œuvre de l'anonymat dans les procédures juridictionnelles, rien n'est prévu pour l'intelligence artificielle. Je vous le dis parce qu'au niveau européen, l'autorité de contrôle, dans le texte tel qu'il est discuté actuellement, c'est le contrôleur européen de la protection des données qui va superviser la bonne application des algorithmes utilisés par le juge de l'Union. Il y a un problème de séparation des pouvoirs, me semble-t-il. Au niveau national, la question est complètement ouverte. Sous présidence espagnole,
L'Espagne, en fait, a déjà mis en place son autorité de supervision de l'intelligence artificielle. C'est une autorité qui va donc superviser la bonne mise en œuvre de l'intelligence artificielle par le juge. Elle est directement rattachée au ministère de l'économie et des finances espagnol. Ça pose un problème. Donc là, effectivement, on est dans une situation dans laquelle je crois que la profession, les professions du droit doivent se poser les questions de savoir comment ces questions vont être abordées. Si le texte reste en l'état, ce que je vous dis va être une réalité dans quelques semaines. Et il faudra composer avec. En France, l'autorité pressentie serait la CNIL. Donc vous voyez un peu la situation dans laquelle on est. Ça, ce sont des sujets en fait, dont il faut pouvoir débattre. Si je peux rebondir sur, Oui. sur cette intervention absolument pertinente. D'ailleurs, on aura la chance de vous revoir la semaine prochaine au Forum des juges que nous organisons à Syracuse. C'est complètement en lien avec la thématique de l'état de droit, puisqu'on est là sur le principe même de l'indépendance du juge. Et c'est là le premier risque en termes d'intelligence artificielle. D'où viennent les données, qui les contrôle, comment est-ce qu'elles sont ensuite utilisées pour aboutir à un raisonnement juridique dont le juge risque d'avoir ensuite l'obligation de motiver ou de justifier la raison pour laquelle il s'en extrait. Donc on est sur une pression, clairement. Et effectivement, c'est l'objet aussi du Forum des juges de la semaine prochaine, où on va justement discuter de l'indépendance, de la responsabilité du juge et de son efficacité avec l'intelligence artificielle, et ça pose effectivement beaucoup de questions et de problèmes en réalité. Tu veux ajouter quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est vrai? Non? Un tout petit mot, si vous ne l'avez... Pardon. François Vignancourt, ancien président de la conférence des bâtonniers. Je voudrais poser une question qui intéresse Thierry au plus haut point. C'est de savoir si aujourd'hui, quelqu'un ouvre un bureau de ChatGPT. Il ne fait rien d'autre que de mettre à disposition un ordinateur, comme autrefois l'écrivain public mettait à disposition le fait qu'il savait écrire. Est-ce qu'il fait de la consultation juridique? Tu donnes la parole à... Ce qui compte, c'est la définition de la consultation juridique en France, on la connaît parfaitement et on sait qu'elle est axée sur la notion de prestation intellectuelle. En Allemagne, elle est également axée sur la notion de prestation intellectuelle. À partir du moment où on introduit le concept de prestation intellectuelle dans la définition de la consultation juridique, on ouvre nécessairement à la machine la possibilité de faire la même chose sans que ce soit qualifié de consultation juridique. Chine peut être, la réponse de la machine Oui. peut être remise à celui qui a consulté sans que l'intermédiaire ait fait de la consultation juridique. Absolument. Ce qui veut dire qu'il y a un marché qui va disparaître, c'est celui de la consultation classique, dans laquelle il n'y a pas grand-chose à faire que de savoir et où il n'y a pas beaucoup de risques par rapport de ce que l'intelligence artificielle puisse se tromper. Certains disent que c'est un marché qui s'ouvre. C'est un marché qui existe déjà. On a un bon nombre en Europe de plateformes qui donnent des conseils juridiques et on ne sait absolument pas quelles sont les personnes derrière ces plateformes. Donc les conseils sont déjà donnés sans qu'on sache vraiment d'où les conseils sont donnés et sans que les barreaux ne puissent contrôler en fait s'il s'agit d'avocats. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est déjà le cas. Et souvent, d'ailleurs, les plateformes sont hébergées dans des pays qui sont incontrôlables. Donc, Une dernière question. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces interventions. C'est absolument passionnant. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà anticipé ou réfléchi à la question classique de la destruction massive d'emplois et du travail d'avocat par les machines, puisqu'on peut difficilement quand même échapper, pardon pour le caractère un peu pessimiste de cette question. Vous disiez tout à l'heure, pour terminer ma question, qu'il y aurait fatalement des avocats qui vont être remplacés par des gens qui savent utiliser les machines, ce qui paraît effectivement, en tout cas, compléter les équipes aussi autour d'un juge ou d'un avocat, mais
on peut difficilement faire abstraction de ce qu'on lit sur l'impact sur le nombre d'avocats et peut-être leur revenu, ce qui ferait des avocats augmentés, des avocats diminués et qui ne seraient pas augmentés justement. Donc voilà, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Merci. Thierry? Je crois que clairement, parmi les défis collectifs de la profession, il y a la maîtrise des données et j'espère que du côté de la Commission européenne, on mettra en place des outils qui permettent aux petites et moyennes entreprises et donc aux cabinets d'avocats de conserver la maîtrise des données, même lorsqu'elles partent sur le cloud. Et c'est effectivement un enjeu fondamental pour notre profession. Bien, je remercie nos 4 intervenants. Et nous sommes absolument dans le timing et je salue l'arrivée de Monsieur le commissaire Enders et je vais lui donner tout de suite la parole, s'il le souhaite.